va continuer tout de suite avec la deuxième présentation de Coraline qui est là en ligne avec nous depuis Rouen. Merci beaucoup Coraline. Alors je vais te présenter. Donc Coraline travaille à l'université de Rouen, fait partie du laboratoire d'ILIS et elle a beaucoup travaillé sur les contextes pacifiques, notamment donc Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, et c'est ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Sa communication a pour titre Quelles idéologies et quels enjeux didactiques dans la reconnaissance de langues minorisées comme langue d'enseignement. Et ça sera donc un regard croisé sur la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. On t'écoute avec grand plaisir. Merci aux organisateurs et puis merci à toi, Lucie, pour l'invitation. Je vous propose de continuer le regard sur des terrains du Pacifique avec, du coup, comme tu le disais, Lucie, un regard sur la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Donc, ma communication, ce matin, elle va aborder les enjeux qui découlent de l'introduction de l'enseignement de langues minorées minorisées, donc dans ces deux territoires voisins d'Océanie qui sont tous deux d'une grande diversité linguistique, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. En Nouvelle-Calédonie, il y a 28 langues kanak qui sont officiellement identifiées et au Vanuatu, on en compterait environ 138. Alors, ces recherches, elles font suite à une délégation que j'ai effectuée à l'Université de la Nouvelle-Calédonie entre 2021 et 2023. Donc, pour présenter rapidement ces contextes en introduction, la Nouvelle-Calédonie, vous devez le savoir, c'est une collectivité française d'outre-mer qui est dotée d'une large autonomie et qui est engagée dans un processus de décolonisation qui est encadré par l'accord de Nouméa de 1998. Et depuis cet accord, les langues kanak sont reconnues, je cite, langue d'enseignement et langue de culture, et leur enseignement a été progressivement introduit de la maternelle jusqu'à l'université, et cela à partir de 2005. Alors, le Vanuatu, quant à lui, c'est un pays indépendant depuis 1980. Et en 2012, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est que, en réponse au décrochage et à l'échec scolaire important des élèves Ni-Vanuatu, qui sont scolarisés soit en anglais, soit en français, le ministère de l'Éducation a introduit le Bishlama, qui est un créole et une langue vernaculaire à l'échelle de l'archipel, et près d'une soixantaine de langues vernaculaires dans le système éducatif. Alors, les langues kanak et puis les langues vernaculaires du Vanuatu, elles ont longtemps été de tradition orale. Quelques langues kanak sont depuis peu institutionnellement équipées d'une norme graphique et ou orthographique. Et leur enseignement, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Vanuatu, crée débat parce que la nécessité d'une normalisation linguistique est souvent présentée dans les discours institutionnels comme une action préalable nécessaire à leur introduction dans l'école. Et ça, je vous renverrai aux travaux à la fin de mon PowerPoint qui décrivent cette idéologie répandue, notamment Myriam Abouzaïd, Carmen Hélène Garabato, Louise Daben, Jean-Michel Éloi ou encore pour le Pacifique, Jacques Bernaudon, qui ont travaillé sur ce sujet. Alors, en réponse à la thématique du workshop que vous organisez, qui questionne les processus de reconnaissance et de catégorisation des langues minorisées, le fil rouge de la présentation que je vous propose, ça va être justement quel positionnement les décideurs institutionnels et les acteurs éducatifs tiennent face à l'introduction de l'enseignement de ces langues minorisées, et puis quelles idéologies linguistiques on peut relever dans leur discours lorsque des langues accèdent à un statut dit de langue d'enseignement. Donc, on va voir pendant voilà, ces quelques minutes les différentes actions, officielles ou non, et puis parfois en conflit, qui sont menées en Nouvelle-Calédonie ou en Vanuatu pour équiper ces enseignements d'un système graphique. Alors, pour cela, je vais vous présenter, j'essaye de... Voilà. Les résultats d'une double enquête exploratoire que j'ai menée donc, dans ces deux terrains. D'abord, je vais montrer les analyses d'un premier projet donc, qui s'appelait Colingue, pour lequel j'ai conduit 9 entretiens semi-directifs et compréhensifs auprès d'acteurs qui évoluent dans différentes institutions en charge de l'enseignement et de la valorisation des langues kanak. Dans la continuité de ce même projet, j'ai pu travailler avec le directeur et les différents chargés d'études de l'Académie des langues kanak, et notamment donc, par questionnaire et par entretien. Et un deuxième corpus au sein de ce projet a mené un partenariat avec la direction de l'enseignement de la province des îles Wallis et un corpus d'une trentaine de formulaires que j'ai récoltés à l'occasion de deux formations continues qui ont été menées auprès d'enseignants de cycle 1, 2 et 3. Et je vais mettre en perspective ce corpus calédonien avec un corpus récolté au Vanuatu, deuxième projet de recherche mené en 2023. Et dans ce cadre-là, j'ai conduit 13 entretiens auprès d'acteurs institutionnels qui sont chargés de l'enseignement et de la valorisation du Bishlama et des langues vernaculaires, donc à Port Vila, qui est la capitale du Vanuatu.
Et vous le verrez, certains entretiens sont conduits en français et d'autres en anglais. Et dans ce cas-là, je les traduis dans le PowerPoint. Alors, je remercie ici, hein, c'est l'occasion, hein, chaleureusement toutes les institutions qui ont permis cette recherche par leur soutien financier et puis aussi par tous les acteurs qui ont accordé du temps pour répondre à mes sollicitations et à mes questions. Donc, on va commencer par présenter ces deux contextes et puis à démêler les processus de minoration, minorisation linguistique qui s'y déroulent. Et on va commencer par la Nouvelle-Calédonie. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le territoire présente une riche diversité linguistique, notamment avec les 28 langues kanak qui sont officiellement identifiées, mais certains acteurs parlent de plus de 40 langues, et elles sont réparties en 8 aires linguistiques et coutumières, comme vous pouvez le voir dans le diaporama. Et le degré de vitalité de ces 28 langues diffère si on se réfère à la grille d'analyse de Fishman. Certaines langues sont enseignées, étudiées à l'université, offertes en option au baccalauréat, disponibles dans les médias. Et d'autres langues kanak, et là je vous montre dans le diaporama l'atlas des langues en danger dans le monde, d'autres langues donc sont minorisées, dites en danger. Elles ne sont plus que parlées par une dizaine de locuteurs. Et donc sur les 28 langues, l'atlas des langues en danger de 2010 recensait déjà 18 langues kanak dites menacées, dont certaines hein, en situation dite critique. Alors, le contexte sociolinguistique calédonien a pu être qualifié notamment par Claire Colombel et Véronique Fiol de pluridiglossique pour rendre compte de représentations qui sont communément partagées sur l'intrication de plusieurs phénomènes de minoration linguistique. Déjà, une première dynamique diglossique entre le français de France, considéré comme la vraie langue entre guillemets, et le français calédonien, et une seconde dynamique de minoration entre la cohabitation du français dans ces deux variantes et des langues kanak et plus largement des langues océaniennes. Et le français est alors perçu comme la langue de réussite scolaire, sociale, quand les langues océaniennes sont stigmatisées. Et ces représentations, qui ont déjà été décrites par Jacques Vernaudon en 2004, ont malheureusement peu évolué et je renvoie à des travaux récents de Latiana Razafi et de Fabrice Ouachali sur les microagressions linguistiques. Alors, pour accroître la visibilité et la légitimité de ces langues kanak, il y a une Académie des langues kanak qui a été créée en 2007 et que je vais désormais appeler ALK. Donc là, LK concourt à l'enseignement des langues kanak en œuvrant à l'utilisation d'une même variété linguistique et à l'harmonisation des systèmes d'écriture en contexte scolaire. Et en ce sens, elle a déjà publié 9 propositions d'écriture, c'est comme ça qu'elles sont appelées, et conclut des conventions pour que ces normes, ces propositions soient utilisées en contexte scolaire, du premier degré jusqu'au concours du CAPES langue kanak. Alors, l'urgence de parler, de s'approprier ou de se réapproprier, l'urgence de documenter les langues kanak ou de les enseigner est souvent apparue dans les entretiens que j'ai eus avec les 8 chargés d'études de l'académie. Voici quelques extraits d'entretiens que je vous propose sur le diaporama. Donc, par exemple, pour l'antenne Paichi Chemui, la langue qui me pose problème, c'est la langue de Bako, le Aike, parce qu'elle est au carrefour de 3 aires coutumières. Et par rapport au Vamalier, la crainte, c'est que les gens ne parlent plus cette langue. Un autre témoignage de chargé d'études de l'antenne Aïdjuao. Pour moi, c'est un peu malheureux, c'est un peu triste. Je suis là pour sauver ce qui peut encore être sauvé à l'heure où l'on est. Et puis, pour l'antenne du Djéou, c'est assez alarmant et je trouve urgent quand même qu'on remette le Djéou un peu partout et que nous-mêmes, les adultes et les parents, on se fassent violence. Alors, comme dit en introduction, hein, il a fallu attendre 1992 pour que 4 langues kanak soient introduites dans l'enseignement. Et depuis l'accord de Nouméa, toutes les langues kanak donc, sont reconnues langues d'enseignement. Et cet enseignement s'est institutionnalisé et s'institutionnalise encore progressivement. Alors, je vous montre ici un état des lieux de l'enseignement des langues kanak qui date de 2022, où vous pouvez voir qu'il y a un grand écart qui est observable entre la possibilité offerte a priori d'ouvrir des classes de langue kanak et la mise en œuvre réelle de cet enseignement dans les écoles, puisque cet enseignement concerne en fait un nombre réduit de langues et on observe aussi une déperdition importante d'effectifs entre le premier et le second degré. Et la possibilité aussi d'apprendre les langues kanak est inégalement offerte entre les 3 provinces du territoire, particulièrement en province sud, où il n'est possible d'apprendre une langue kanak que dans le cycle 1. Et finalement, malgré les nombreuses avancées de cette institutionnalisation, l'enseignement des langues kanak connaît des difficultés persistantes. Alors, la question principale que j'ai envie de soulever et qui a été initiée depuis l'accord de Nouméa, c'est quel objectif on poursuit quand on enseigne les langues kanak ou lorsqu'on enseigne en langue kanak. On le sait, la littérature scientifique montre depuis longtemps de nombreux bienfaits en
de discipline, dispositif intégré ou dispositif immersif. Et la question au contexte calédonien, c'est est-ce que l'enseignement des langues kanak doit participer à la transmission patrimoniale, linguistique et culturelle aux côtés des familles et à la sauvegarde, entre guillemets, de langues menacées, ou est-ce que l'enseignement doit être axé sur le vivre ensemble et être ouvert le plus grandement à tous, ou encore est-ce que l'enseignement doit être destiné principalement aux enfants déjà locuteurs afin de renforcer leurs compétences linguistiques en langue kanak et que ces langues deviennent une langue ou des langues passerelles dans l'acquisition du français et des apprentissages scolaires en français. Et le problème, c'est que ces différentes orientations politiques et éducatives ne sont pas encore tranchées. Alors, la thématique du workshop aujourd'hui, elle invite, selon moi, à interroger le rôle qui est dévolu à l'école dans la sauvegarde de langues dites en danger ou menacées. Je pense notamment au livre qui a été dirigé par Christian Lagarde et Christelle Purban déjà en 2007 sur cette question. Et donc, du coup, pour notre contexte, quels arguments on peut avancer pour enseigner des langues kanak qui sont dites en danger ou menacées à l'école? Alors, les avis sont partagés parmi les acteurs que j'ai interrogés, entre certains acteurs, dont les agents de la LK, bien entendu, qui sont convaincus du rôle essentiel de l'école dans la sauvegarde des langues menacées, et le témoignage parfois relayé d'autres acteurs éducatifs qui s'y opposent. Donc, je vous mets ici un témoignage de la chargée d'études de l'antenne Joubéa Capoumé. Elle me dit: ben, par exemple, l'éveil aux langues, j'en faisais avec les enfants là-haut parce que du coup, je trouvais ça magnifique d'arriver dans la cour. Les enfants parlaient le wanga et c'était un sujet sur lequel on n'était pas très d'accord, même si c'est dans les programmes. Et elle, à entendre la directrice, n'était pas trop pour. Elle pensait qu'il fallait plus travailler les fondamentaux, qu'il y avait autre chose de plus important pour les enfants. Je lui réponds donc qu'elle n'était pas favorable à l'enseignement en, et elle me répond, elle est, on va dire, c'est pas qu'elle n'était pas, pour elle, il y avait plus urgent pour les enfants. Donc, fin de citation. Un autre témoignage de l'antenne avec de Haro. Alors, la question de l'introduction de langue sévèrement en danger, la langue Haro et Hara qui compte une centaine de locuteurs. Il me dit, si en fait on avait fait la demande pour la région de Poya pour qu'il y ait un intervenant en langue Haro et puis en langue Hara, ils n'ont pas trouvé l'utilité d'enseigner une langue qui pour eux va disparaître. Ils préfèrent plutôt enseigner l'anglais que ces langues-là. Le dernier témoignage que je vous propose est du directeur adjoint de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie qui n'évalue pas l'urgence d'enseigner les langues kanak dites menacées. Et je vous lis ici un extrait de cet entretien. Comme on l'a vu pour les langues, il y a des langues qui sont très peu parlées. Ça ne peut pas être le rôle de l'école. Le problème est qu'il y a un temps imparti dans l'enseignement. Il y a aussi des objectifs d'apprentissage pour les élèves dans l'ensemble des domaines qui ne permettent pas de vraiment consacrer du temps à la sauvegarde d'une langue dont l'objet n'est qu'une sauvegarde patrimoniale. Fin de citation. On voit ici qu'on touche à une question sensible d'orientation de politique linguistique éducative en contexte décolonial. Alors, passons maintenant, si vous le voulez bien, au contexte du Vanuatu pour le mettre en perspective avec le terrain calédonien. Alors, le paysage linguistique et historique du Vanuatu, donc un archipel voisin de la Nouvelle-Calédonie, en font un cas d'étude qui est particulièrement intéressant et relativement peu documenté pour des recherches sur l'historicité du fait colonial en didactique des langues et du français langue étrangère seconde. Et comme dit en introduction, le Vanuatu compterait 138 langues identifiées pour moins de 300 000 personnes. Et ces chiffres en font le pays le plus linguistiquement diversifié au monde. On parle dans la littérature de hotspot de la diversité linguistique. Alors, comme présenté dans le diaporama, l'Atlas des langues en danger compte de nombreuses langues également en situation critique au Vanuatu. Alors, il faut rappeler que le Vanuatu a été colonisé conjointement par la France et la Grande-Bretagne jusqu'en 1980, donc à la date à laquelle le territoire a obtenu son indépendance. Ce qui est intéressant, c'est que la constitution du Vanuatu à l'indépendance du pays a déclaré l'anglais et le français, qui sont des anciennes langues coloniales, comme langue officielle, et le bishlama, qui est donc le créole à l'échelle du pays, la langue vernaculaire, comme une langue officielle. Les langues d'enseignement restent constitutionnellement donc l'anglais et le français, et les langues dites locales sont symboliquement reconnues comme des langues du patrimoine national. Et je cite ici donc du coup l'article 3 de la Constitution. En héritage direct de ce régime condominial, deux systèmes scolaires coexistent et se concurrencent en Calédonie, le système éducatif anglophone qui est majoritaire et le système francophone qui est minoritaire. Et comme dit en introduction, le gouvernement a réformé ces systèmes éducatifs
entre 2012 et 2015 en introduisant le bishlama et les langues vernaculaires dès la maternelle. Et l'objectif est que l'enseignement soit progressivement dispensé en anglais ou en français à l'école élémentaire. Et la preuve que cet enseignement multilingue est encore source de résistance idéologique, c'est que le gouvernement a finalement annoncé en 2023, donc 10 ans à peu près après cette première réforme, la suspension de cet enseignement. Et cette annonce a bien sûr provoqué la surprise, l'incompréhension, le découragement des acteurs de l'éducation. Je précise que beaucoup m'en ont parlé en entretien, parce qu'ils n'avaient pas été consultés au préalable et qu'ils avaient travaillé de très nombreuses années pour mettre en place cette réforme éducative et créé de nombreux supports dans près de 60 langues. Alors, euh, comme les langues kanak, hein, les langues dites et comme toute langue minorée, les bishlama et dans une moindre mesure les langues vernaculaires font l'objet de représentations négatives persistantes qui ont été documentées hein, dans les travaux notamment de Leslie Van de Putte. Alors, une des conditions préalables à ce que le bishlama et les langues vernaculaires soient introduits dans l'enseignement, c'est pour l'avis de nombreux acteurs politiques et éducatifs du territoire que ces langues soient standardisées officiellement. Alors, il y a un service qui s'appelle le Language Services Department, qui est rattaché au bureau du Premier ministre, et son directeur travaille avec son équipe depuis peu à la normalisation officielle du bishlama. Et voici ce qu'il me dit en entretien. Donc, je lui pose la question suivante. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste des langues que le Bishama ne soit plus introduit dans les petites classes? C'était pourtant dans les éléments de la National Language Policy. C'est un revirement? Et il me répond. Le Bishlama, maintenant, c'est normal, ce n'est pas standardisé. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans le Bishlama? Quelle grammaire, quelle orthographe? Il n'y a rien d'officiel. On est obligé d'abord de standardiser le Bishlama et puis on va intégrer petit à petit le même processus pour les langues vernaculaires. Je vous propose maintenant de voir que la résistance à l'introduction du pyjama est si forte que le directeur de l'école de formation des maîtres, qui correspond, si vous voulez, à notre INSPE, m'a confié que lui et son équipe n'avaient toujours pas discuté de la réforme lancée en 2012 par le ministère de l'Éducation et ne l'avaient pas pris en compte dans sa maquette de formation des enseignants, et cela donc en 2023, alors que la réforme a été lancée en 2012. Voici ce qu'il me dit en entretien. Alors là, pour être franc, c'est important parce qu'on n'en a pas encore discuté. Il y a certains qui hésitent, entre l'enseignement des langues à bas âge, le français et l'anglais, le bishlama aussi. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à cette idée-là, mais c'est quelque chose que je crois on doit y penser parce que la politique, elle est lancée. Donc il faut que nous aussi, on s'adapte au niveau de la formation. Ça va être un challenge pour nous. Je ne sais pas encore comment on pourra répondre à ça. Fin de citation. Et je finis ce tour du Vanuatu par considérer le contexte de l'université, où les résistances sont également très fortes. Voici la position de Jean Niroa, qui est le président de l'Université nationale de Vanuatu, récente, qui a été créée en 2020. C'est aussi l'ancien ministre de l'Éducation du pays et qui illustre la fameuse formule du marché aux langues de Louis-Jean Calvé. Voici ce qu'il dit dans un article. La valeur spécifique de cette université nationale de Vanuatu sera mesurée par le niveau de compétences académiques et professionnelles qui ressortira de ses lauréats qualifiés dans les deux langues internationales de l'ONU, donc à comprendre le français et l'anglais, et non d'une langue qui n'a ni vocabulaire ni grammaire commun à entendre le bishlama. Donc le contexte du Vanuatu posé, je vais revenir rapidement sur une question que j'aimerais soulever, c'est quelle place pour le standard linguistique? Quelle place accorder au standard dans l'enseignement de langues minorées et minorisées? Et je vais me focaliser rapidement hein, pour conclure cette intervention sur la Nouvelle-Calédonie parce que le Vanuatu, comme nous l'avons vu, n'a pas encore vraiment produit de standardisation officielle des langues vernaculaires. Dans le cas des langues kanak, la question c'est quelle place pour une didactique de l'écrit alors que 9 langues sur 28 sont officiellement outillées d'une proposition d'écriture par la LK et quelle place pour l'écrit lorsque celui-ci n'est pas standardisé, quelle place pour la variation au contexte scolaire, que l'écrit soit ou non standardisé. Pour déjà réfléchir à ces questions, je vous propose de lire, de vous reporter un article de Claire Colombel et Véronique Filleul de 2021 qui explore cette question. Parce qu'effectivement, la diffusion des normes d'écriture est un énorme défi pour la LK, parce que l'appropriation par les locuteurs n'est pas encore très répandue de ces normes. Et pour accroître ce travail de normalisation au contexte scolaire,
l'ALK anime depuis peu des stages de formation auprès d'enseignants. Et la demande est effectivement très forte de la part des enseignants de l'Ankanac d'avoir des abécédaires, des dictionnaires, des livres de littérature jeunesse et autres ressources pédagogiques. Certains, que certains agents de l'académie remettent aussi cette urgence de la standardisation en question. Selon, je vous cite ici le témoignage, selon une chargée d'études, et ce sont ces mots dans notre entretien, faire des propositions d'écriture, ça ne servira à rien parce qu'elles restent, je la cite, surtout emballées dans des cartons. Et l'urgence repose pour elle dans la formation linguistique de néolocuteurs en apprentissage informel au sein des tribus. Un autre témoignage nous vient ici de l'agent de l'air Aïdjo Haro, qui fait le lien entre urgence environnementale et urgence linguistique. Et pour lui, l'urgence repose sur l'information, la collecte auprès des derniers locuteurs. Et voici un extrait de son témoignage. Je ne me préoccupe pas trop en fait de la transcription pour l'instant, du travail de transcription ou bien de codifier la langue. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est un peu comme l'histoire de l'environnement en gros. Tout le monde constate l'environnement, mais si on ne fait rien, c'est-à-dire que la mer, tous les jours, en fait, elle mange un peu du relief à l'intérieur. Il faut se rappeler qu'on est en contexte insulaire. C'est un peu comme l'histoire des langues. Tout le monde est conscient, tout le monde tire la sonnette d'alarme. Le plus important, c'est la personne. Je veux dire que j'ai rencontré des personnes et j'ai vu ces personnes mourir. Et c'est ce qui m'a fait dire que j'aurais le temps encore de faire le travail de transcription, de codification et tout. Mais là, à l'heure H, à la minute précise, c'est vraiment un travail d'urgence à faire, c'est-à-dire la collecte. L'autre question que l'on n'a malheureusement pas le temps de traiter, c'est quel écrit doit enseigner, même lorsque celui-ci est entre guillemets normé. La norme de la ECA est celle qui doit s'imposer à tous dans le système éducatif, mais les provinces, donc, comme je vous disais, il y a 3 provinces en Nouvelle-Calédonie, et les provinces nord et du sud ont pu interpréter leurs compétences d'adaptation des programmes scolaires de telle façon que les directions provinciales de l'enseignement ont travaillé sur leurs propres normes d'écriture endogènes. Et ce conflit de normes graphiques participe entre autres à l'insécurité linguistique des enseignants de l'Ankanac qui demandent à avoir, entre guillemets, une seule et même écriture sur laquelle s'appuyer en classe. Et on va finir la présentation d'un point très important, justement de l'insécurité linguistique euh, en Nouvelle-Calédonie et en Vanuatu, importante pour comprendre ces deux systèmes éducatifs. Au Vanuatu, l'insécurité linguistique concerne les 2 langues officielles de scolarisation, l'anglais et le français, parce que le Bislama est bien souvent une des premières langues de socialisation des Ni-Vanuatu. Et un des arguments avancés justement pour arrêter l'enseignement du Bislama à l'école est que cet enseignement prend le pas sur le temps d'apprentissage qui devrait être consacré prioritairement au français et à l'anglais. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi l'insécurité linguistique des enseignants, une donnée très importante à prendre en compte pour la formation. Je vais trop rapidement présenter des extraits, donc des formulaires récoltés à l'occasion de formations continues données en province des îles. Et dans ces 2 formations continues, les enseignants ont largement évoqué leur double insécurité linguistique en classe, en français et en langue kanak, témoignages qui s'accompagnent parfois d'actes de discrimination linguistique vécus. Donc, un premier exemple que je vous propose donc, qui est récolté dans les formulaires, est une insécurité linguistique de type formel, en partie liée à la perception d'un manque de maîtrise de la langue écrite, ici sur l'île d'Ouvéa. Donc, par exemple, hein, je voudrais également savoir si l'orthographe que j'utilise à l'école pour écrire les mots en yai est bien la bonne. Encore, lorsque je lis un album en yai à mes élèves, une préparation préalable de cette lecture est essentielle, sinon je bute sur beaucoup de mots. Le dernier exemple que je vous présenter, c'est un exemple d'insécurité linguistique statutaire qui est donc lié au statut des langues kanak, comme le montre ce témoignage recueilli lors d'un atelier sur l'île de Lifou, où l'insécurité de l'enseignant résulterait de la dévalorisation des langues kanak par rapport au français dans le système éducatif. Et donc, pour finir, et en guise d'ouverture, parce que je pense que j'arrive donc, c'est que de cette perspective comparée sur la reconnaissance langue minorisée comme langue d'enseignement. Premièrement, pour moi, cela veut dire reconnaître une agentivité de l'urgence et qu'il y a des actions glottopolitiques qui partent du bas et qui sont justifiées dans la mesure où elles répondent à des droits linguistiques en contexte décolonial ou postcolonial. Ça veut dire aussi reconnaître le droit des populations qui demandent à ce que leurs enfants soient accueillis puis scolarisés dans leur langue dite maternelle, que celle-ci soit écrite, standardisée ou non, et jugée par d'autres non prioritaires ou non urgentes face à l'enseignement des apprentissages dits fondamentaux.
Ça veut dire également reconnaître le besoin d'avoir une norme et des supports avec une même écriture formulée par les enseignants, puisque ce besoin est fort et puisque ce besoin s'inscrit dans une hégémonie linguistique et une tradition scolaire bien installée, tout en sensibilisant à accepter et à légitimer, à désacraliser la variation en classe, en poursuivant le travail de formation initiale et continue des formateurs. On peut aussi retenir que la normalisation en contexte scolaire ne gagne rien à ajouter une insécurité linguistique statutaire et formelle déjà bien installée chez les enseignants en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu, et pour lesquels il faut continuer à mener les actions de sensibilisation et de formation pour changer les représentations négatives sur leur langue. Et enfin, reconnaître pour moi l'urgence que certains locuteurs ressentent de documenter les langues qu'ils perçoivent comme en danger et comme une perte de savoir, de patrimoine culturel et identitaire, et de multiplier les forces de travail qui sont propres à pouvoir effectuer ce travail de documentation qui n'appelle pas nécessairement, ou du moins pas de façon aussi urgente selon eux, une standardisation. Voilà, je vous remercie et je vous mets la bibliographie ici sur le diaporama. Merci beaucoup, Coraline. C'était très clair et enrichissant. Ça nous a vraiment beaucoup intéressé. Je voyais la salle au fur et à mesure qui était en train d'acquiescer, qui se posait des questions et tout. Donc, c'était vraiment ça. Merci. Ça va nourrir nos échanges, nous, ici. Donc, je vais ouvrir les questions, les remarques à la salle. Est-ce que quelqu'un a une réflexion, une question à poser à Coraline? Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Marianne Château-Renaud et je suis professeure en didactique des langues et cultures. Tout à l'heure, je parlerai de l'occitan et des langues des Pyrénées occidentales, mais je pense qu'on a beaucoup de points communs, évidemment, dans la situation de nos langues et dans leur traitement par le système scolaire et bien sûr le manque de reconnaissance dont elles pâtissent. Je me demandais si ça vaudrait pas la peine de regarder les concepts du sociologue péruvien Aníbal Quijano, qui a parlé de la colonialité du pouvoir et qui pourrait peut-être éclairer la façon dont nos langues sont traitées systématiquement et dont les langues indigènes sont traitées en général. Parce que je sais bien que c'est un contexte post-colonial en Nouvelle-Calédonie, mais quand même, cette question de la colonialité me semble se poser. Et elle se pose, y compris aussi sur le territoire métropolitain, je pense. Tout à fait, hein, vous avez raison. Alors, contexte post-colonial ou décolonial, hein, ça dépend c'est un sujet, bien entendu, d'une grande actualité en ce moment. Donc, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense notamment à Marie Salin, qui a beaucoup travaillé, hein, sur la question de l'école et de la colonialité et qui a beaucoup documenté ça, qui nous a beaucoup appris ça. Et il y a plusieurs chercheurs calédoniens qui travaillent à l'INSPE de l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui défendent, hein, votre point de vue ou tout du moins votre proposition de travailler avec un prisme colonial, bien entendu, sur le système éducatif français. C'est un sujet euh, très sensible en ce moment. Mais vous avez raison, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui. Alors, on a Alexandra qui fait partie du comité réclame qui a une question pour toi, Coraline. Oui. Alors, voilà. Je m'appelle Paula Montenegro et je suis didacticienne et aussi sociolinguiste. Alors, j'ai deux questions. La première est en lien avec la question que Marianne vient de poser. Je me pose la question justement parce que je suis colombienne. Donc, pendant ma formation en didactique, on parlait justement de ce débat entre didactique didactique décoloniale versus didactique postcoloniale. Et je me demandais si peut-être établir une discussion avec deux auteurs latino-américains pourrait nourrir cette manière de voir le problème. Parce que pour nous, ce n'est pas du tout la même chose. Parler de postcolonialité et des pédagogies ou didactiques décoloniales. Et en fait, même si il n'y a pas d'intention de pas reconnaître
l'histoire coloniale des peuples. Quand on parle de postcolonialité, normalement, il y a plusieurs difficultés à aborder le problème parce que on ne tient pas compte de toutes les catégories coloniales qui sont présentes dans les pratiques pédagogiques et didactiques et qui sont encore à l'école. Donc, je pense, oui, il y avait Aníbal Quijano, mais par rapport directement à la pédagogie didactique décoloniale, il existe aussi le travail de Kathleen Walsh en Amérique du Sud. Et aussi tout le travail est fait par Paulo Freire et Leonores Guerra en Colombie. Donc, c'est juste des suggestions parce que, justement, traiter ces sujets du point de vue décolonial pourrait donner une autre perspective. Mais je le dis juste parce que, justement, venant d'un pays qui a une histoire de colonisation, on se pose la question souvent. Et après, j'ai une autre question qui a plus à voir avec ma propre recherche. Je me pose aussi la question sur la place de la variation dans la salle de classe quand on parle de langues minorisées. Justement parce que ce sont des langues qui ont déjà des degrés différents de standardisation. Et après, ça pose des problèmes didactiques pour les enseignants. Donc, peut-être ils se disent, oui, la variation est une richesse linguistique, mais comment enseigner la variation? On ne peut pas tout enseigner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je me posais la question par rapport à comment intégrer la variation, sachant, comme tu l'as bien dit, que normalement les enseignants ont besoin d'une base qu'ils vont utiliser comme norme pour l'enseignement. Et s'il faudrait aussi envisager une manière de présenter la variation par rapport aux activités de compréhension et aux activités de production. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que c'est par rapport à la première partie de votre discours, je pense que c'est vraiment, on va dire, une belle proposition que ce workshop et que ce colloque à venir, parce que justement, ça permet d'ouvrir la variété des terrains d'études qui sont proposés. Justement, va nous inviter, nous, à aller découvrir des cas théoriques et des contextes, d'autres contextes sociolinguistiques qui vont enrichir. Mais tout à fait, hein, quand vous dites de regarder le terrain calédonien dans un prisme décolonial, oui, bien sûr. Et moi, je suis plus sur le terrain et j'ai pas on va dire peut-être aussi cette facilité, puisque je n'y suis plus depuis 2023, mais en tout cas, il y a des chercheurs actuellement qui travaillent vraiment, et il faudrait les lire, donc Fabrice Ouachali et Eddie Ouadrame notamment, qui travaillent vraiment sur ce prisme-là et sur une didactique de savoir autochtone, des langues autochtones et comment décolonialiser en gros le système éducatif calédonien. Donc, il y a vraiment des gens qui s'intéressent très fortement, qui travaillent sur ces questions. Pour la question de la variation linguistique en classe, euh, je, ça va m'être difficile de poser une question, de vous apporter une réponse à cette question parce que la situation des langues kanak, notamment, diffère vraiment. Comme je vous disais, il y a certaines langues qui sont assez standardisées, qui sont offertes au CAPES, au baccalauréat. Donc, il y a vraiment 4 langues qui sont assez installées, qui sont parlées, qu'on retrouve dans les médias, qu'on retrouve dans les JT, qu'on retrouve à la radio. Et d'autres langues, au contraire, qui sont, comme je disais, très peu parlées, qui n'ont pas de standardisation, etc. Donc, la situation des enseignants diffère vraiment entre ceux qui disposent quand même de ressources pédagogiques, d'un corpus oral, d'un corpus écrit, et d'autres qui doivent récolter parmi les habitants des
des tribus parmi les locuteurs, qui doivent constituer des corpus, etc. Euh, le travail déjà de l'Académie des langues kanak dans l'officialisation d'une standardisation pour les langues qui ont déjà été travaillées a déjà essayé d'inclure cette variation. Déjà, les chargés d'études de l'Académie m'ont dit, voilà, on essaye de représenter, parce que la question c'est quelles normes on va prendre, quelles normes on choisit pour standardiser la langue. Et ils essayent déjà, pour ne vexer, si vous voulez, personne et que ça soit reconnu, de montrer différents types de systèmes phonologiques, etc. Et donc, du coup, de ce que j'ai pu voir sur le terrain, les enseignants, eux aussi, essayent dans la classe de tenir compte de ces variations-là. Ce qui manque après, c'est une reconnaissance. Enfin voilà, ça s'est pas encore institutionnalisé, si vous voulez, dans des pratiques éducatives, de politique éducative. C'est vraiment sur le terrain, quoi. Merci beaucoup Coraline.